Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e session sur la sécurité et la protection des données. Donc j'ai juste une phrase d'introduction pour nous faire remarquer à tous que ça fait la 4e fois de suite qu'il y a une session de ce type-là à BDA sur ces aspects-là, ce qui montre que la communauté s'y intéresse de plus en plus. Donc aujourd'hui, 3 papiers. Le premier sur l'interrogation de base SQL dans un contexte où les individus détiennent eux-mêmes leur propre base, donc gestion de données distribuées en respectant leur vie privée. Le deuxième papier sera sur les aspects contrôle d'accès. Donc l'idée, c'est une contribution qui transpose des règles de contrôle d'accès exprimées sur la BD au niveau des vues matérialisées. Et la troisième sur la TOW Safety, qui est une méthode qui permet de produire des jeux de données anonymes successifs en présence de mise à jour. Donc bon, je ne prends pas plus de temps. Pascal, vous voulez dire un mot? Non. Bah, Kong, tu peux commencer. So, hello everyone. My name is Kung. I come from the MIST team, which is the joint team between Indra Prison Lab and the University of Versailles. So today, I will present my work, which is how to execute a SQL query on distributed data securely. And this is the outline of my talk today. First, I will introduce the problem. Then I will present the architecture and my proposed protocol. And then I evaluate the protocol on the security and the performance. So first, as you may know, there are 2 ways to store the data, the central way and the decentralized way. And if you store in the centralized way, it can be easily violate the privacy because there are many internal and external attacks on the central server. And this central server can be a single point of the attack. So my work will focus on a decentralized way, where we assume no trusted central server, and the data will be stored on a distributed circuit device. And the central element of my architecture is based on a trusted data server. As you can see, this trusted data server can be a SIM card, a smart USB token, etc. And each of the trusted data server will exhibit 3 important properties. That is high security. As you can see, it's composed of a flash memory to store the encrypted personal database and the tamper-resistant microcontroller. So it will ensure the high security. And it has modest computing resource because it has limited RAM, CPU, or the flash memory. And because this security device is controlled by the owner, so the owner can be disconnect this device at any time. And if we store the personal data on this security device like this, how can we answer some global query? For example, in this case, authorized and unauthorized query want to know some information such as the average salary of French people. How can he do that? And my protocol will try to solve this problem. And in other case, if another query which is unauthorized to see the data, then our protocol will prevent this. So the question is how to compute the global query over the centralized personal data store while respecting the user privacy. And this is the main purpose of my talk today. And in my architecture, I assume there are 3 kinds of actors. The first one is the query who want to find some information stored distributed in secure device, and the supporting server to have the communication between the distributed secure device and the query. So in the first step, the query will send
the query to Subroutine server. This query can be a general query or the aggregate query. And the difference between this query and the standard SQL query is the side clause, which specify the maximum tuple or the maximum time he wants to connect in the collection phase. And when the Subroutine server receives this query, he will broadcast this query to connected TDS. And when receive this query, the owner of the TDS will decide to send his data to Subroutine server or not. And this is the collection phase. And this collection phase will stop when we receive enough tuple or the time reach the maximum time. And the communication between Subroutine server and the TDS to compute the final aggregate results. And finally, the Subroutine server will send back the final result to query. So before moving to our protocol, I will state some hypotheses about the query and the Subroutine server. First, we assume that the query will share the secret key with the TDS so that he can encrypt or decrypt the result. And we assume that the query will conform to access control policy where he cannot get the raw data stored in TDS, and he can obtain only the authorized views of the data set. So we don't care about the inferential attack in the statistical database. And for the Subroutine server, we assume that it's untrusted. And this actor cannot know the query because the query is encrypted by the query before sending to the Subroutine server. But we assume that he possesses some prior knowledge about the data distribution. So based on this knowledge, he can conduct the frequency by attack by matching the plain text and the ciphertext of the same frequency. Or he can look at the remarkable frequency in the data set to get some value. So in compare with some related work in the literature, our work has some related. For example, in the Outlook database service, where we store the data in encrypted form in the central server. However, this model supports only the simple query, or it incurs the high computing cost. Or in the statistical database, it's required to trust the server, and it produces approximate result. Or in the secure multi-party computation, it's not scalable when the number of inputs is large. And for the wireless sensor network, it requires that each sensor must communicate with each other in order to form a network topology. And in our model, the TDS cannot communicate directly. So we can say that our proposal is the first one to achieve a fully distributed and secure solution to answer the global query. So, depend on what information we reveal to the untrusted server, what encryption we use, we propose three kinds of solutions. The first one is secure aggregation solution. And the second one is noise-based solution. And finally, histogram-based solution. And now we will introduce detail each solution. And we will compare these solutions in terms of performance and the security. And to introduce the secure aggregation, I will give you an example. For example, if a query wants to find out the sum of the salary of French people, and he wants to group by the city, and he wants to get the results of the city who have the sum of the salary which is greater than 50 billion. Then in the first step, the query will send this query to Subroutine server, and he will encrypt
the carrier within the key one, which is the key share between the carrier and the TDS, so that the TDS can decrypt this query later. And when receive this encrypted query, the supporting server will broadcast this query to TDS. And after that, we assume that each TDS will store the information of a single person like this. And when we see this query, each TDS will decrypt the query and check the access control policy to see if this query is allowed to see the result or not. And in the next step, each TDS will encrypt its data using the non-deterministic encryption, and he will send this encrypted data to the supporting server like this. And this collection phase will stop when the supporting server receives enough tuple, and when receive enough tuple, he will firm the partition and send back the partition to connect the TDS again for computation. And when we see the partition, each TDS will decrypt the partition to clear text, and then he will calculate based on this clear text by grouping the tuple having the same group by attribute. And finally, he will encrypt the result again. And after that, on the TDS, we send back the encrypted results to supporting server. And the two steps will be iterative over and over again until we produce a final aggregation in which each encrypted tuple will represent a group. And to evaluate the halving clause, we need a final step to send back this final aggregation to TDS to eliminate the group that doesn't satisfy the halving clause. And finally, we will get the final result. Then the supporting server will send to carrier, and he will use the key to decrypt to clear text. And that's finished the secure aggregation protocol. In this protocol, we use the non-deterministic encryption. So the supporting server cannot gather the tuple belonging to the same group into the same partition. So in the second protocol, we call noise base. We will use the deterministic encryption on the grouping attribute. But this way, we open the door for the privacy by attack. So the solution will add some noise to hide the distribution of the grouping attribute. And the question is how many phase tuple we need to inject to the true data. And it depends on the disparity between the frequency among the grouping attribute. And to consider the efficiency of this solution, we can see that each TDS in this solution handle tuple belong to one group only, instead of the large partial aggregation in the previous solution. But we must incur the high cost of generating and processing the very large number of phase tuple. So we will propose another solution to overcome this limitation, and we call it the Equidep histogram. And in this solution, we will use the Equidep histogram to transform the true distribution into the Equidep histogram, so that the supporting server cannot conduct the frequency by attack. As you can see in this picture, this is the true distribution, and we transform it into Equidep histogram, and the frequency of the Equidep histogram is nearly equal, and it is completely different from the original distribution. So it will prevent the frequency by attack from the supporting server. And the efficiency in this solution is in the fact that it doesn't need to generate and process too much phase tuple, and it don't need to handle a large partial aggregation. So this solution overcomes the weakness of the two previous solutions. And to evaluate the security of the proposed solution, we will measure how much information
the solution will reveal to the untrusted server. And to illustrate this, we will unassemble. For example, in this case, we have a table account, and we encrypt this table by different encryption. For example, in the first one, we will encrypt it using the deterministic encryption, and in the second way, we use the non-deterministic encryption. And you can see the difference between these two encryption. For example, in the deterministic encryption, if we have the same clear text, it will be encrypted to the same ciphertext. And in the non-deterministic encryption, it will be encrypted to different ciphertexts. And we also encrypt it using an EQDAP histogram, where the distribution of the clear text attribute is nearly equal. And finally, we inject some phase table to the original table to hide the distribution also. And to measure the information exposure, we use the concept of the IC table, which is the inverse cardinality. For example, if you look at the deterministic encryption, and this value will represent the probability that an attacker can reconstruct the clear text value of the ciphertext value. For example, in this case, if the attacker knows the distribution of the clear text attribute, he knows that the clear text Alice had the most frequency, and he look at the ciphertext table, and he knows that there are two alpha. So the probability that he can guess alpha Alice is 100%. And if you look at another heuristic attribute, for example, beta, gamma, sigma, and epsilon in this case, and because the other clear text had the same frequency, so the probability that he can guess the ciphertext beta equal to both will be 25% in this case. So based on this value, we will calculate the information exposure of the whole table by the formula like this. First, we will multiply the IC cell in each row. Then we calculate the average IC of the whole table. And for the secure aggregation, because on the data will be encrypted, non-deterministic, so the probability that the attacker can guess the clear text value of the ciphertext will be n divided for ng for on the cell. So the information exposure for this solution will be calculated like this. And for the EQDAP histogram, because on the frequency is nearly equal, so it requires finding on possible partition of the plain text value, so that the sum of the occurrence is the cardinality of the hash value, and each problem equal to the multiple subset sum problem. But because this problem is an NB hash, so we cannot calculate the exact value. And the minimum value in this case will be equal to the secure aggregation. And for the noise base and the EQDAP histogram, because they have a uniform distribution of the grouping attribute, so the information exposure for these two solutions will be equal. And for the plain text, because it reveals most of the information to the supporting server, so it reveals 100% information to the untrusted server. And in conclusion, we can find the order of the information exposure among solutions like this. It means that the secure aggregation is the most secure protocol.
And for the experiment, we first conduct our experiment on the development board like this. This board has some following characteristic, like it's equipped with the 22-bit CPU with clock at 120 MHz, and the crypto processor which can do the encryption function very efficiently, and it can communicate with the external world through the USB with a speed of 12 megabits per second. And the characteristic of this board represent the characteristic of a real secure device provided by the Zimental, which is our industrial partner. And we conduct the unit test on this board to measure the internal time consumption, which include the transfer time to transfer the data from the server to the TDS, the encrypt and decryption time, and the CPU time. And you can see that the transfer time dominates the other time because of the network latency. And because this board is equipped with a crypto processor which can do the encrypt function very efficiently, the decrypt and encrypt function is very small in comparison with the transfer and the CPU time. And based on this unit test, we conduct another test, and we propose some metric to compare the performance among proposed solutions. For example, in the first metric, we propose the average time that each TDS had to connect, or the average loss that each TDS had to incur. And the two metrics represent the feasibility and the local resource consumption of each TDS. To represent the responsiveness of the system, we measure the query response time of the protocol. And for the security, we use the information exposure to measure it. And as you can see, in some metric, the accurate histogram is the best one. In other metric, for example, the total loss or the information exposure, the secure aggregation is the better one. But in general, if we consider the parameter G, which is the canality of the routine attribute, we can see that for the security term, the secure aggregation is better than the accurate histogram in all case. But for the performance, depend on the value of G. The accurate histogram will be better than the secure aggregation in case of large G. And in case of the small G, the accurate histogram will be worse than secure aggregation. So depend on the query, we can choose the secure aggregation or the accurate histogram. So at the current time, I consider the internal churn only, which is the churn happen on the table store in the same TDS. And for the future work, I will consider the external churn. And we will consider only also the TDS which can be compromised. Okay, so thank you. Maybe you have some questions? Yeah, thanks for your talk. I was wondering whether how can you prove that your histograms, so the things that you finally disclose, do not disclose anything. For example, I was wondering whether in your example we could infer which value is the max. Yeah. You say about the information exposure information disclosure, yeah, from the accurate histogram. Yeah.
And your question is... Sorry? And your question is about what? I'm wondering what can be inferred from the histograms. Ah, okay. If we can infer the maximum information, for example, it can be the value that is not coarsened. For the AKDAP histogram, even if the frequency is nearly equal on the ciphertext, but if we consider the case that there's some remarkable frequency, the most and the less frequency in the distribution, then the attacker can compare the most frequency in the AKDAP histogram and the original one to guess some value, and then this is the way that AKDAP histogram reveals the information. If we consider that in the AKDAP histogram, in this case, if on the clear state will be hashed to the same ciphertext, then it will get the maximum security level because it will be similar to the non-deterministic encryption. And for the other case, it will reveal some information to the supporting server. We have more time for one or two questions. So may I ask you, Kyung, what will be the impact on your techniques in case we do not trust anymore the token? It means the token will be trusted for its owner, yeah, but will not include a tamper-resistant element, such that the token will not be trusted anymore for the others. That is my future work, where we don't trust the TDS anymore. And in this case, when a TDS is compromised, we will provide a way to blacklist that TDS, and we will distribute another new key to TDS so that the new group of TDS will be trusted again. Thank you. No more questions? Bonjour à tous, je suis Sarah Nid Baloul, doctorante au LIRIS, équipe BD, sous la direction de M. Assid et M. Emmanuel Coquery. Je vais vous présenter nos travaux mon travail de thèse sur la sécurité des vues matérialisées. Donc, je vais commencer par présenter le contexte et la problématique, puis discuter quelques travaux qui ont été proposés pour résoudre ce genre de problématique. Et après cela, je vais vous présenter notre solution qui est basée sur l'utilisation des vues d'autorisation pour exprimer les règles de contrôle d'accès et notre algorithme qui est basé sur les algorithmes de réécriture de requêtes. La deuxième partie de l'exposé sera sur les propriétés de notre approche, donc la sécurité des vues qu'on va générer, la terminaison de l'approche et la maximalité des résultats, puis une conclusion et les futurs travaux. Donc on sait tous que la sécurité des données est très importante. Donc les trois exigences principales dans la sécurité, c'est la confidentialité, donc limiter l'accès qu'aux utilisateurs autorisés, l'intégrité des données, donc prévenir la modification volontaire ou involontaire des données, et bien sûr la disponibilité, toutes les données doivent être accessibles par les utilisateurs légitimes.
Donc, dans notre travail, nous nous focalisons surtout sur la sécurité sur la confidentialité des données dans les vues matérialisées. Donc, une vue matérialisée, c'est une requête où les résultats sont enregistrés dans une table. Et donc, cette table-là peut être requêtée de la même manière que les tables des relations de base. Les vues matérialisées sont utilisées dans les environnements décisionnels et distribués, donc comme les entrepôts de données, les médiateurs, etc. Donc, notre travail, c'est de proposer une approche pour assurer la confidentialité des données au niveau des vues matérialisées. Donc, on a une base de données avec les politiques de contrôle d'accès qui, donc pour un utilisateur, quand il requête ces politiques-là, contrôle l'accès. Et on suppose qu'on a un ensemble de requêtes qui représentent les vues matérialisées. Donc, les résultats de ces requêtes-là sont enregistrés dans des tables physiques. Et on veut savoir comment définir les politiques de contrôle d'accès qui vont contrôler l'accès aux vues matérialisées. Donc jusqu'à maintenant, cela se fait, par exemple dans Oracle, c'est celui qui crée la vue matérialisée qui définit ces politiques de contrôle d'accès. Donc celui qui crée, bien sûr, a les droits d'accès aux tables de base. Par contre, il peut définir des politiques qui ne sont pas conformes aux politiques de contrôle d'accès. Donc on peut avoir une certaine divulgation d'informations. Donc notre approche, on propose d'inférer ces nouvelles politiques de contrôle d'accès de manière automatique, de telle manière que quand l'utilisateur va requêter les vues matérialisées, il ne va pas avoir accès à plus d'informations que s'il avait requêté les relations de base. Donc on a deux principaux travaux qui ont été proposés pour résoudre ce genre de problématique, donc définir les politiques de contrôle d'accès des données dérivées. Donc dans le premier travail, il propose de définir ces politiques-là, mais à gros grains. Ça veut dire qu'il détermine si l'utilisateur a le droit d'accéder à toute la vue matérialisée ou pas. Alors que c'est un peu restrictif, sachant qu'il peut accéder à une partie de la vue matérialisée. Donc de la même manière qu'accéder à une partie d'une table. Dans le deuxième travail, donc là par contre, eux aussi se basent sur l'utilisation des vues, donc qui proposent de définir des règles de politique de contrôle d'accès à grains fins. Par contre, ils permettent juste de sélectionner quelles sont les politiques, quelles sont les règles qui sont pertinentes pour assurer la confidentialité des vues matérialisées. Alors que dans notre approche, nous proposons de générer automatiquement et directement les règles qui vont être attachées aux vues matérialisées. Et bien sûr, c'est des règles à grains fins. Donc pour résumer notre approche, on a notre base de données et l'ensemble des vues d'autorisation. Donc on propose d'utiliser les vues d'autorisation pour exprimer les règles de contrôle d'accès. Et on a notre ensemble de définitions de vues matérialisées et bien sûr la matérialisation. Donc on suppose qu'on est dans un framework relationnel et nos vues d'autorisation et nos vues matérialisées sont des requêtes conjonctives en autorisant l'égalité. Donc notre question c'est comment définir les vues d'autorisation qui vont être attachées aux vues matérialisées. Donc pour cela, on se base sur l'algorithme ce qu'on appelait H-Minicon+, qui est une adaptation de l'algorithme de Minicon dans le contexte de la sécurité. Et cet algorithme-là va nous permettre de générer l'ensemble des vues d'autorisation qui, ce qu'on veut, doit être sécurisé et maximal. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ces deux propriétés? Donc, il faut que les vues d'autorisation générées ne donnent pas accès à plus d'informations que quand l'utilisateur accède aux relations de base. Et par maximalité, bien sûr, on veut qu'il donne le maximum d'informations qui respectent la première propriété. Donc je reviens sur l'utilisation des vues d'autorisation. Donc une vue d'autorisation, c'est une vue, c'est une table virtuelle qui nous donne accès à une partie de la table. Donc par exemple, on peut dire qu'un utilisateur a le droit d'accéder, que le docteur a le droit d'accéder au nom, prénom de ses patients. Et donc ça nous permet vraiment de définir des contrôles d'accès au niveau de la cellule d'une table. Et on peut utiliser aussi des paramètres, donc ce qu'on appelle les vues d'autorisation paramétrées. Donc ça permet à l'administrateur de définir une seule règle pour un ensemble d'utilisateurs. Par exemple, un docteur a le droit d'accéder aux informations de ses propres patients. Donc là, on a
une seule règle où on met l'identifiant du docteur et ça va se personnaliser pour chaque docteur. Voilà un exemple d'une vue d'autorisation. Donc on a une relation, on crée la vue qui nous permet par exemple d'accéder au nom, prénom des patients qui sont dans un service particulier. Donc dans notre approche, nous avons proposé d'utiliser la data log non récursif sans la négation pour représenter nos vues d'autorisation. Donc voilà, la partie gauche, c'est la vue d'autorisation et les attributs sélectionnés. La partie droite, c'est la relation et les conditions de la vue d'autorisation. Donc dans la littérature, on trouve plusieurs manières d'utiliser les vues d'autorisation. Donc les deux principales manières, la première, c'est d'utiliser les vues d'autorisation de manière transparente à l'utilisateur. Ça veut dire on laisse l'utilisateur requêter les relations de base et réécrire sa requête de manière transparente et de répondre à la requête si on peut réécrire, sinon on rejette la requête. Dans le deuxième cas, on laisse l'utilisateur requêter uniquement les vues d'autorisation. Donc il n'a pas accès aux relations de base. Bon, dans les deux approches, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Donc la première approche, le fait de réécrire, on peut avoir des requêtes qui sont plus coûteuses en pleine exécution. Et dans la deuxième approche, vu chaque utilisateur, on lui donne le droit d'accéder à ses vues d'autorisation, donc on doit pour chaque utilisateur définir une interface où il a le droit d'accéder à ses vues. Donc dans notre approche, nous, on est indépendant de la manière d'utiliser les vues d'autorisation parce qu'on veut juste définir les vues d'autorisation et après on peut appliquer les deux approches. Donc un point très important de ce qu'on souhaite faire, on ne veut pas juste donner accès à l'ensemble de tuples que l'utilisateur avait à la base le droit de voir, mais on veut assurer la non-divulgation d'informations. Donc j'ai un exemple ici. Donc si on suppose qu'on a une vue d'autorisation qui nous donne accès à un attribut, par exemple le nom des patients. Et on crée une vue matérialisée à côté où il y a les noms et les prénoms des patients, plutôt les noms des patients qui sont dans le service urgence. Donc on peut dire que vu que l'utilisateur a le droit de voir les noms de tous les patients, il a le droit de voir une partie des patients. Enfin, l'ensemble des tuples est inclus dans la vue d'autorisation. Par contre, si on lui donne l'autorisation de voir la vue matérialisée, il va avoir une information en plus. Donc il va savoir que cet ensemble de patients est dans le service urgence, chose qu'il ne pouvait pas savoir avec la vue d'autorisation. Donc nous avons adapté pour cela l'algorithme de réécriture de requête Minikon au contexte de la sécurité. Donc un algorithme de réécriture de requête, il propose de répondre à une requête en utilisant les réponses d'un ensemble de vues. Et donc il réécrit un ensemble de réécriture, il génère un ensemble de réécriture qui inclut, les réponses des réécritures sont incluses dans les réponses de la requête. Et une condition très importante dans l'algorithme de Minikon, c'est que les réécritures doivent avoir la même tête que les requêtes. Donc si on a une requête qui demande le nom et le prénom, toutes les réécritures doivent retourner le nom et le prénom. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on doit adapter Minikon dans le contexte de la sécurité. Donc si je suppose que j'ai une requête qui fait une copie d'une table, donc de la table patient, et on a une vue qui nous autorise à voir qu'un attribut de la requête. Donc si on applique Minikon, c'est-à-dire si on essaye de réécrire notre requête en utilisant le vue, cette vue-là, elle n'est pas pertinente, pour la simple raison que la condition des variables de tête, elle n'est pas satisfaite. Donc la vue, elle projette qu'une seule variable. Par contre, dans le contexte de la sécurité, cette vue, elle est pertinente parce que quand même, elle nous autorise, si on réécrit, donc elle nous autorise à voir un attribut, voir par exemple le nom des patients. Donc dans notre approche, nous proposons d'adapter Minikon en apportant deux adaptations. Donc la première, c'est on va relaxer la condition sur les variables de tête. Et la deuxième, on propose d'ajouter certaines variables dans les réécritures pour assurer la maximalité des résultats des vues, sans bien sûr divulguer de l'information à l'utilisateur. Donc notre approche se base sur l'algorithme de réécriture de requête comme filtre. Donc on suppose que
comme point de départ, on suppose qu'on a une vue complète sur notre vue matérialisée. Donc on suppose qu'on a le droit d'accéder à toutes les données présentes au niveau de la vue matérialisée. Et en utilisant l'algorithme de réécriture, en utilisant l'ensemble des vues d'autorisation, on va filtrer ces données-là. Donc, pour schématiser, donc, on a notre ensemble de requêtes de départ qui représente un accès complet aux vues matérialisées. Et pour chaque requête, on va filtrer en utilisant l'ensemble des vues d'autorisation. Donc, on va avoir pour chaque requête seulement les tuples qui sont accessibles à partir des vues d'autorisation. Pour assurer le fait qu'on ne divulgue pas plus d'informations, on va essayer de voir si ces tuples-là sont aussi accessibles par l'ensemble des vues matérialisées. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on utilise on doit réappliquer ce qu'on appelle la double réécriture. Donc, notre but, c'est de filtrer par les deux ensembles, donc les vues d'autorisation et les vues matérialisées, tous les tuples qui ne sont pas accessibles jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le point fixe, donc l'ensemble des tuples qui sont accessibles par ces deux ensembles de vues. Et donc pour cela, pour vérifier si on a atteint ce point fixe, on vérifie que pour chaque réécriture qui est générée par la double réécriture, si elle contient la requête. Dans ce sens, si elle contient la requête, cela veut dire que l'ensemble des tuples présents dans RW sont accessibles et par l'ensemble AV et par l'ensemble MV. Donc là, on est sûr qu'on n'a pas une divulgation d'informations. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'un des ensembles de vues a filtré. Donc, on ne peut pas y accéder par un des ensembles de vues. Dans ce cas-là, on propose de réécrire, donc de réappliquer la double réécriture. Donc, ça, c'est notre approche. La deuxième partie de ma présentation concerne les propriétés de notre algorithme. Donc, la première propriété, c'est la sécurité. Donc, on a prouvé que l'utilisateur n'a pas accès à plus d'informations. Donc, pour cela, on a prouvé que pour toute requête qu'on pose sur notre ensemble de vues générées, donc le AVMV, on a une requête équivalente sur l'ensemble AV et une requête équivalente sur l'ensemble MV. La deuxième propriété concerne la terminaison de notre approche. Donc, vu qu'on applique plusieurs fois la double réécriture jusqu'à atteindre un point fixe, donc on doit étudier la terminaison. Pour cela, on a défini ce qu'on appelle des arbres de réécriture, des arbres d'atomes, et pour chaque nœud dans les arbres d'atomes, ce que c'est l'historique d'un nœud. Donc un arbre d'atomes, c'est toutes les réécritures qui ont été générées par notre algorithme, de la requête de départ qui représente l'accès complet à la vue jusqu'aux vues, Pardon. Pardon, donc il s'est déconnecté. Désolée pour ce... Oui. Désolée. Notre arbre de réécriture, donc à partir de la requête et des réécritures. Donc le premier niveau, c'est les réécritures en utilisant le premier ensemble de vues, et ainsi de suite. Les réécritures qui sont encerclées sont les vues qui sont retournées par notre approche. C'est-à-dire les tuples qui sont, par exemple, dans la réécriture RW21, sont les tuples qui sont accessibles par les deux ensembles de vues. Et pour chaque branche de notre arbre de réécriture, on lui associe un arbre, ce qu'on a appelé l'arbre d'atomes. Donc un arbre d'atomes,
donc c'est les atomes qui correspondent à chaque réécriture et les relations, enfin comment on a généré ces réécritures, donc les informations qu'on collecte à partir de Minikon, donc comment il a procédé. Par exemple, pour la première requête qui a un seul atome, c'est patient. Donc quand on a réécrit l'atome patient, on a utilisé une certaine vue qui elle, contient 2 atomes. Donc les arcs directs, c'est quand il y a un mapping entre les atomes, et les arcs, ce qu'on a appelé arcs indirects, c'est ce qu'on a appelé des atomes additionnels, donc des atomes qui sont utilisés, par exemple dans ce cas-là, la vue utilise aussi la relation traitement pour répondre à la requête de départ. Donc là, j'ai un exemple d'une boucle dans notre processus de réécriture. Donc on a notre 2 ensembles de vues matérialisées et nos 2 ensembles de vues d'autorisation. Donc on prend comme point de départ ce qu'on a appelé une vue complète de la vue matérialisée, donc le premier R1. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'on voulait réécrire R1, donc à chaque fois qu'on réappliquait la double réécriture, on utilisait la vue AV1 et MV2. Et on remarque qu'il y a un atome additionnel qui s'ajoute et c'est l'atome R1. Donc de la même manière, quand on vérifie bien sûr que la réécriture générée de la double réécriture, si elle subsume la requête. Si ce n'est pas le cas, on réapplique la double réécriture. Et là, pareil, on remarque que R1, à la réécriture de R1, on utilise le même ensemble de vues. Donc là, dans cette branche-là, l'arbre de réécriture va être, la double réécriture va être appliquée infiniment, parce qu'à chaque fois qu'on réécrit R1, on a un autre R1 en plus. Un autre exemple d'une boucle, donc là, de la même manière, à chaque fois qu'on réécrit R1, on remarque qu'on a 2 atomes additionnels, R3 et R2. Donc on remarque que la requête, elle grossit, aussi elle peut grossir infiniment. Donc dans le but de détecter ce genre de boucle, donc on a annoté nos nœuds par certaines informations, notamment la vue qu'on a utilisée pour générer ce nœud-là, et bien sûr donc pour savoir si c'est un nœud direct ou si c'est un atome additionnel. Et à partir de là, pour chaque nœud, on a étudié ce qu'on appelle l'historique du nœud. Donc l'historique du nœud, c'est toutes les informations nécessaires de la première requête, donc du premier atome de la requête, jusqu'au nœud particulier. Donc on garde en mémoire toutes les informations des nœuds additionnels. Donc si on reprend l'exemple premier, donc on a donc le premier atome, sachant qu'il n'a pas été généré, il n'y a pas une vue qui l'a généré, on prend la position dans la requête. Et si on remarque bien, quand c'est un atome direct, donc c'est toujours la position, on n'ajoute pas à l'historique du nœud. Par contre, quand c'est des atomes indirects, on ajoute les informations de la vue qui l'a généré. Et là, on remarque bien que pour le premier R2 et le deuxième R2, surtout le deuxième R2, on remarque bien que dans l'historique, on a 2 fois la même configuration. Donc là, on sait que ce R2-là a déjà été généré de la même manière. Donc c'est de cette manière-là qu'on détecte les boucles donc, du premier exemple. Donc dans ce cas-là, nous proposons d'arrêter d'appliquer la double réécriture, donc de stopper cette branche-là. Pour le deuxième cas des boucles, on a défini ce que c'est un nœud réel et un nœud virtuel à partir de l'historique des nœuds. Donc, on va dire dans une profondeur donnée, donc sachant qu'une profondeur, c'est les atomes d'une réécriture, on caractérise un nœud virtuel, donc là en bleu, les nœuds qui ont été générés de manière indirecte et qui ont la même historique qu'un autre nœud, qui lui a été généré de manière directe. Donc dans ce cas-là, on a démontré que si on éliminait ces nœuds virtuels, la requête résultante est équivalente à la requête originale. Donc ce qu'on propose ici, c'est d'éliminer ces nœuds et à partir de là, de ne pas les réécrire inutilement. Donc, pour résumer, nous avons démontré que notre approche termine sous la condition que dans les arbres d'atomes qui sont attachés aux arbres, aux branches des arbres de réécriture, il n'y a pas d'atomes qui ont 2 fois la même configuration dans leur historique. Donc dans ce cas-là, on est sûr qu'on termine. Dans l'autre cas, on arrête
l'application de la double réécriture. Et la troisième propriété, nous avons démontré que notre approche est maximale, donc elle retourne le maximum de résultats, nos vues sont maximales dans le cas des arbres finis. Donc on sait bien que si on a une requête, on a deux requêtes équivalentes, l'une sur AV, l'autre sur MV, on est sûr qu'on peut trouver une requête équivalente sur notre ensemble de vues générées. Donc pour conclure, nous avons proposé une approche automatique pour inférer les règles de contrôle d'accès pour assurer la confidentialité des données au niveau des vues matérialisées. Donc nous avons proposé les vues d'autorisation comme moyen pour définir les règles de contrôle d'accès à grain fin, et on a adapté un algorithme de réécriture de requêtes dans le contexte de la sécurité. Nous avons démontré que notre approche est sécurisée et maximale dans le cas des arbres finis, et nous nous sommes attaqués principalement aux requêtes conjonctives avec égalité. Donc comme travaux futurs, bien sûr, on va étudier la caractérisation des vues qu'on ne génère pas. Donc, quand on arrête volontairement l'arbre de réécriture, on va étudier quelles sont les vues qui auraient pu être générées et voir si on rate quelques données qui auraient pu être accessibles par l'utilisateur. Et bien sûr, sachant que les vues matérialisées sont très utilisées dans les domaines décisionnels, donc elles utilisent beaucoup les fonctions d'agrégat. Donc c'est d'étendre notre approche pour étudier les requêtes avec fonctions d'agrégat. Merci. Merci pour ta présentation. On a le temps de prendre quelques questions. Avec l'algorithme de rewriting, il est connu qu'on peut générer un grand nombre de rewriting. Est-ce que c'est, dans votre cas, est-ce que ça pose des problèmes de générer un grand nombre de rewriting? Non, enfin nous, déjà en modifiant l'algorithme de réécriture, on a un peu plus de réécriture, mais enfin ça pose problème peut-être dans le fait de voir dans l'arbre, dans la taille de l'arbre, mais dans le but qu'on s'est donné d'assurer que l'utilisateur ait accès à toutes les informations accessibles, on est obligé de garder toutes ces réécritures-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la complexité de l'algorithme? Donc la complexité théorique, c'est aux alentours du double exponentiel. Voilà. Après, par contre, ça dépend de la définition de nos ensembles de vues. Si on a vraiment une grande interaction entre nos ensembles de vues, là, c'est vraiment, c'est un grand arbre. Non, tout dépend de la définition des vues. Encore une question? Je trouve cet algorithme très intéressant, mais je m'inquiète qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut savoir, si quelqu'un veut déterminer si quelque chose n'est pas dans la base de données, par exemple. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas d'accès? Il va voir que cette information n'est pas accessible, ou il va voir qu'il va avoir une réponse négative, parce qu'il pourrait obtenir les informations qui n'existent pas dans la base de données. Déjà, les vues d'autorisation, c'est un utilisateur a une vue d'autorisation que s'il a droit d'accéder à un certain ensemble. Donc si on suppose qu'un utilisateur n'a pas le droit, je parle des politiques de base, si on suppose que l'utilisateur n'a absolument pas le droit de voir des données, donc quand il va poser sa requête, la requête elle va être complètement rejetée. Après, s'il a l'ensemble des vues d'autorisation, donc la requête va être réécrite. Après, s'il a connaissance des définitions des vues d'autorisation, peut-être qu'il a un moyen d'inférer de manière, d'inférer avec les définitions et ce qu'il a le droit de voir et ne pas le droit. Mais il n'a pas accès au tuple en soi, donc il peut. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Alors, mon question était dans cette direction-là. Oui. Dernière question.
Donc là, on a la certitude que les règles au sens symbolique ne sont pas violées, mais est-ce qu'on a la certitude qu'on n'a pas quand même acquis une information partielle, plutôt au sens de théorie de l'information, de probabilité, Pour l'utilisateur? Oui. Ben non. Ou par exemple, ou par l'émission de requêtes successives, arriver, jamais avec certitude, mais quand même augmenter la probabilité de connaître telle ou telle En réalité, information. c'est dans la vue matérielle. Nos règles de contrôle d'accès vont assurer exactement le même accès d'information qu'aux règles de base. C'est-à-dire, c'est pour ça que le fait d'appliquer plusieurs fois la double réécriture, c'est vraiment pour éviter que l'utilisateur ait accès à des informations, pas des tuples, mais vraiment des informations qu'il n'avait pas le droit d'accéder. Donc c'est pour ça qu'on applique plusieurs fois la double réécriture. Okay. Donc là, vraiment, si l'utilisateur peut inférer une information au niveau des règles de base, donc le problème se trouve au niveau des règles de base. Par contre, dans l'inférence, on est sûr que on lui donne pas l'accès à des informations. Ok, merci. Merci. De rien. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, je viens, moi, vous présenter un travail correspondant à une contribution de la thèse d'Adil Anjoum, qui malheureusement ne peut pas venir lui-même présenter ce travail-là ce soir auprès de vous. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'anonymisation, donc d'un modèle de protection ou d'anonymisation de données personnelles dans un contexte particulier où on souhaiterait ne pas uniquement publier une fois des informations sur une base de données, mais publier ça de manière récurrente, enfin, sur plusieurs temps voilà. Et de manière à considérer aussi le fait que la base de données subit dans ces intervalles entre deux publications des mises à jour à peu près quelconque. On va essayer de se positionner dans un cadre le plus général possible. Donc ces travaux ont été menés ici, au laboratoire LINA, à l'Université de Nantes. Alors le contexte des opportunités, voilà, données sensibles et personnelles à protéger, et donc il ne faut pas les dévoiler, et puis d'autres voudraient qu'on en donne plus pour pouvoir les valoriser, offrir des services nouveaux, faire de la belle science. Donc on a à la fois d'un côté des dispositions légales et réglementaires, pour le respect du droit à la vie privée, ce qui est probablement une bonne chose. Ça a été l'enjeu de discussion, notamment avant-hier, dans le cadre des tutoriels. Et on a aussi une exploitation qu'on peut qualifier de secondaire des données brutes. Donc on a entendu parler du mouvement Open Data, où on souhaiterait libérer de plus en plus de données, donc les rendre disponibles pour des traitements statistiques, des analyses scientifiques, ce genre de choses. Et également une rupture dans la manière de faire de la science, où la science est ou devient ou deviendra finalement une méthodologie dont l'objet d'étude est la donnée. Voilà. Donc ces données, on souhaiterait les libérer, et parmi lesquelles on trouve des données personnelles, et on a un enjeu, on a une tension entre la protection de ces données et le fait de vouloir les publier, les libérer. Donc les solutions techniques, les solutions ne passent pas uniquement par la technique, mais ce sont, d'un point de vue technique, des tâches d'anonymisation de jeux de données. Alors on va parler de ça, évidemment. On parlera du contexte dans lequel se situe la contribution d'Adil, la publication séquentielle. On évoquera une solution algorithmique et quelques expérimentations si on a le temps. Alors c'est la seconde fois qu'à BDA qu'Adil a l'occasion, par mon intermédiaire le pauvre, de présenter une de ses contributions. Et donc je reprends un exemple que vous avez peut-être vu à BDA au Maroc il y a 2 ans.
Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de, c'est un peu daté, mais j'aime bien cet exemple, d'une table avec un identifiant à gauche, donc un nom, trois critères ou caractères qui qualifient, mais pas de manière très directe, ces individus, donc la date de naissance, le sexe et le parti politique, et une dernière colonne, la plus à droite pour vous, qui là sur l'exemple constitue le patrimoine, donc une valeur marchande correspondant au patrimoine de l'individu en question. Ces individus sont, il s'avère que ce sont les 12 candidats à l'élection présidentielle de 2007. Voilà, et l'objet c'est, considérant ou admettons que cette colonne patrimoine soit une donnée personnelle que l'on souhaite protéger, mais que l'on souhaite par ailleurs faire des études sur voilà, le patrimoine de ces personnes. Donc il pourrait être intéressant d'essayer de livrer cette colonne-là, l'information qui est ici, en essayant de cacher ou de dégrader l'information de l'identité des individus. Donc en cassant l'association entre l'identité et la colonne patrimoine. Donc pour ce faire, bien entendu, on va supprimer la colonne de gauche, qui est un identifiant. Concernant la date de naissance, le sexe et le parti, individuellement, chaque colonne ne permet pas d'identifier la personne, d'accord, mais effectivement, des études et plein de cas d'espèces ont montré que en croisant, donc en faisant de l'inférence en croisant ces trois colonnes, enfin ces trois ou trois autres, en tout cas ce qu'on peut appeler des identifiants indirects, on est capable de revenir, de refaire l'association entre une valeur sensible et un individu, ce que l'on ne souhaite pas. Donc ce que l'on va produire, c'est quelque chose comme ça. On a supprimé la colonne de gauche, le nom, l'identifiant. On a divulgué la colonne de droite, la valeur sensible. Et entre les deux, on a dégradé la précision de l'information contenue sur les identifiants indirects. Donc par exemple, les dates de naissance sont maintenant des intervalles de valeurs. La colonne genre est maintenant éventuellement dégradée à quelconque, ou bien féminin ou bien masculin. Le parti a été la colonne de parti a été généralisée, les valeurs. Et de sorte, quel est l'objectif? À rendre indiscernable finalement au moins un individu parmi K. Ici, K vaut 3 dans le petit exemple. Donc typiquement, l'individu Nicolas S, qui est né le 28 janvier 1955, de sexe masculin et membre du parti politique UMP, va être ici publié ou diffusé sous la forme d'un intervalle 1928-1955, M et un parti de droite. Et cette valeur-là est reproduite 3 fois, ce qui nous interdit de déterminer avec précision le patrimoine de cet individu. Voilà l'idée. Alors là, ce mécanisme-là est appelé mécanisme de généralisation, le fait de passer de la table originale à celle-ci. Un mécanisme de généralisation, c'est rien d'autre que la modification de la valeur, donc étant donné une table sur 3 attributs ou 3 ensembles d'attributs, identifiants, quasi-identifiants et valeurs sensibles, comme l'exemple le propose, on va simplement s'attacher à généraliser la valeur sur le quasi-identifiant. Donc voilà, en gros, de sorte à rendre indiscernables les individus parmi K étant un paramètre de la méthode. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du partitionnement, donc on va plonger notre table dans un contexte spatial. Nos individus vont être des points dans l'espace, on va segmenter cet espace et les cubes de cet espace vont constituer les classes d'équivalence ou les groupes qu'on va pouvoir décrire de manière imprécise. Donc on partitionne et on généralise, c'est le mécanisme de base pour toutes ces approches-là. Le K-anonymat étant l'approche pionnière, pour beaucoup, vous connaissez ça très bien, il permet de prévenir la révélation d'identité au titre de les individus sont bien indiscernables avec une probabilité de 1 sur K d'être réidentifiés. La question qui se pose, c'est comment obtenir le partitionnement optimal? Qu'est-ce que c'est que cette optimalité? Parce qu'objectivement, si je veux préserver le cas anonymat, j'ai juste à produire une table avec rien du tout, et je suis certain de mon coût. Néanmoins, évidemment, il va falloir trouver le meilleur compromis entre la préservation de l'anonymat, d'un côté, et bien entendu l'utilité de la table produite, ce que l'on va pouvoir faire de ces données. Donc on veut injecter un maximum de précision, tout en vérifiant un modèle de protection de données. Donc ce problème-là, il est simple, énoncé comme ça. Pour le cas anonymat, il s'agit d'une contrainte de cardinalité. On veut que les individus soient fondus dans un groupe de cas, au moins cas, et c'est un problème qui est difficile, ça a été prouvé.
Donc le risque, effectivement, c'est le risque de réidentification, c'est une probabilité que X, qu'on puisse se lier un individu particulier à un enregistrement dans une table publiée. Alors, pour faire cela, en général, on dispose d'un fichier, d'une donnée auxiliaire ou d'informations externes, si vous voulez. Il s'agit finalement rien d'autre que, dans notre exemple, l'association entre l'individu et ses quasi-identifiants. Évidemment, on n'a pas la valeur de patrimoine. Ces données-là sont des données publiques, éventuellement des registres de vote, des choses comme ça, que l'on peut se procurer. Et de fait, il va falloir travailler cette indiscernabilité au regard de la connaissance d'un attaquant, c'est-à-dire ayant ce fichier-là d'association entre les identifiants et les quasi-identifiants. Les attaques vont procéder par inférence sur un individu. Donc l'idée, c'est de réduire l'ensemble des enregistrements de la table publique, qui concorde avec l'individu dans le fichier démographique. Donc pour ça, on utilise par exemple, l'élément de base, ça va être la jointure de cette table avec le fichier, pour associer tout ce qui est associable en termes de cases d'identifiant. Et après, on va faire de l'inférence sur cette table-là. La révélation d'identité, c'est quelque chose d'assez simple ici, c'est lorsque on est sûr d'avoir identifié l'individu. Évidemment, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on pourrait envisager des choses un peu plus fines. C'est le cas dans d'autres approches, où dès lors qu'on connaît plus de choses après le mécanisme d'inférence qu'avant, on a perdu. Voilà. Au-delà du cas anonymat, la limite du cas anonymat, c'est que finalement, l'indiscernabilité vaut sur les quasi-identifiants, les identifiants indirects. Maintenant, si on cite dans un même groupe, tous les individus ont la même valeur sensible, le fait de ne pas être capable de savoir s'il s'agit du premier, deuxième ou troisième individu, c'est égal puisqu'on a le caractère en question. D'accord ? Donc ça, c'est évidemment un problème. Du coup, la littérature foisonne de propositions pour enrichir ou améliorer ce modèle de protection de données en luttant contre la révélation de caractère plutôt que d'identité. On change un peu la notion de risque, mais il n'y a rien de difficile là-dedans. Et on va établir des contraintes de dispersion dans les groupes. Donc on veut qu'il y ait suffisamment de dispersion dans les valeurs sensibles pour chaque groupe, de sorte à ne pas être capable d'associer une valeur sensible à un groupe d'individus. Donc il y a par exemple la L-diversité et la M-unicité, qui est la version la plus stricte, où on suggère, ou on impose que dans chaque groupe, il y ait un ensemble plutôt qu'un multi-ensemble, donc que chaque valeur soit unique et qu'il y ait un ensemble au moins de M valeurs sensibles distinctes. Voilà, il existe toute une littérature, évidemment, que je n'oublie pas, sur des modèles non déterministes, donc qui reposent sur des principes de sécurité plus robustes, et qui exigent finalement que dans ce mécanisme pas de généralisation, mais d'anonymisation, on injecte de l'aléa. Donc il va falloir bruiter avec des méthodes random les données originales pour prétendre répondre à ces modèles de sécurité. Donc l'exemple le plus typique, c'est la protection différentielle. Mais ces approches-là sont peu conciliables jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à juste hier, avec le partitionnement et la généralisation tel que le contexte de l'étude le propose. Alors, une fois qu'on sait à peu près faire ça dans un contexte statique, avec une seule publication, là, l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe quand on publie plusieurs fois, donc à différents moments, ces versions généralisées ou anonymisées de la base. Donc, on considère dans un premier temps uniquement l'arrivée de nouveaux individus et la disparition ou suppression d'individus existants. Et on va effectivement essayer de produire une séquence de jeux de données assainis. L'assainissement, voilà. Donc R1, la première table généralisée, R2, R3 jusqu'à RP. On a un fichier unique avec une entrée par individu où on va accumuler les individus au fur et à mesure qu'ils arrivent. On considère qu'on a ce fichier-là à disposition. Évidemment, le fait de publier plusieurs fois les tables sur des individus, va amener à ouvrir de nouveaux canaux d'inférence, c'est-à-dire de nouvelles manières de révéler l'identité. Donc notamment l'attaque par composition qui est simple à comprendre puisqu'il s'agit de croiser l'information dont on dispose dans R1 et dans R2. Voilà. Si
X, donc l'individu X, est associé aux valeurs sensibles ABC dans R1, et si il est associé aux valeurs sensibles CD dans R2, il n'est pas très sorcier de comprendre que sa valeur sensible est C. Donc la solution simple pour ce premier problème, c'est de proposer un principe d'invariance persistante, c'est comme ça que ça s'appelle. Tout enregistrement préserve, grosso modo, tout enregistrement préserve intact son multi-ensemble de valeurs sensibles candidates. Donc en gros, on va dire qu'une fois qu'on a dit que X est associé à ABC, dans toutes les publications suivantes, X doit être nécessairement associé à ces valeurs sensibles. Donc la signature du groupe dans lequel il est, ce sera ABC, et de ceci de façon invariante. Donc ce principe simple est appliqué à un modèle ici strict de dispersion, c'est la M invariance, donc, qui s'appuie lui-même sur la M unicité. Donc le fait d'avoir M valeurs sensibles distinctes dans un groupe. L'effet de bord de cette simple propriété, ou ce principe, c'est l'absence critique, puisque X peut être associé à ABC, donc ce sera sa signature de groupe, dans une publication, et puis dans la publication suivante, son petit copain qui avait la valeur sensible C a été supprimé, enfin a disparu du groupe, enfin du jeu de données, pardon, et voilà, on ne sait plus à quoi l'associer. D'accord ? Donc techniquement, on a réduit la probabilité, enfin on a augmenté le risque de réidentification de caractères, de révélation de caractères, pardon, pour X. Donc la contre-mesure simple à prendre pour l'absence critique, c'est d'injecter des enregistrements de compensation dans le jeu de données, donc qui sont appelés contrefaçons. Ça veut dire que le petit C ici qui manquait, le petit camarade qui est sorti, on va faire semblant qu'il soit là en fait, et on va ajouter un enregistrement de contrefaçon dans le groupe de X. On livre quand même en information, ce n'est pas critique de livrer avec le jeu de données publié que tel groupe contient 1, 2, 3, 4, 5 enregistrements de compensation. Voilà, donc pourquoi ça marche, grosso modo? On peut se dire, si on dégrade le jeu de données en injectant des contrefaçons, donc des enregistrements de compensation de manière systématique à R2, R3, R4, il va arriver un moment où l'utilité et l'intérêt du jeu de données va être très contestable. Simplement, quand on a l'insertion d'un nouvel individu, on va d'abord se demander si il n'est pas possible de l'utiliser pour remplacer un petit collègue qui a généré un enregistrement de compensation. Et également, il peut se faire que tout un groupe soit supprimé, et ce groupe-là contienne lui-même des enregistrements de compensation. Donc il n'y a pas besoin dans ce cas-là de combler ce vide. Le deuxième problème pour la publication séquentielle dans ce contexte, c'est que si l'on considère que les insertions et les suppressions, on va être embêté dans le cas où un même individu a un enregistrement, enfin est supprimé à l'instant I et est réinjecté à l'instant I plus K. Donc s'agissant par exemple d'admission à l'hôpital et de diagnostic médical, c'est des choses qui peuvent arriver. Et dans cette perspective, le fait de ne considérer que des insertions et des suppressions va, une fois de plus, être sujet à de nouveaux canaux d'inférence. Donc dans cette hypothèse-là, sous ces conditions, on va livrer une séquence d'états, c'est-à-dire de fichiers auxiliaires F1, F2, F3, F4, Fp, qui sont des fichiers démographiques, mais représentant l'état de la base à l'instant où on les publie. Donc avec des arrivées, des départs, des changements de valeur, c'est-à-dire changement de code postal, changement de ceci, changement de cela, et éventuellement des réinsertions du même individu. Donc on peut pister le même individu sur des publications qui sont éloignées l'une de l'autre dans le temps. Corollaire, c'est qu'on a une séquence de modification pour un individu X, qu'on appelle taux de X, où on va dire que X a été introduit à l'instant 1, a été mis à jour à l'instant 2, il ne s'est rien passé, il est resté tel quel à l'instant 3, est sorti du jeu de données à l'instant 4, il n'y a pas eu de changement à l'instant 5, donc toujours en dehors du jeu de données, et il a été réinséré à l'instant 6 et laissé tel quel au 7. Bref, on a une trace des mises à jour et de l'évolution pour chaque individu dans le dispositif. Donc, à partir de là, on peut mettre en œuvre simplement ce qu'on peut appeler une attaque par pistage, où là, on va
on va identifier en prenant les instances correspondant au temps de sortie et de réinsertion, et on peut encore trouver des choses intéressantes, enfin, qui sont embêtantes. Donc pour pallier ce problème, simplement on révise cette propriété d'invariance persistante, où là on va dire que tout individu préserve, plutôt que tout enregistrement, intact sa signature de groupe. Ça nécessite quelques adaptations techniques. Et une hypothèse forte qu'il y a derrière, c'est que quand on parle de modification, enfin de mise à jour d'un individu, on peut soit mettre à jour ses identifiants directs, soit mettre à jour sa valeur sensible. Si c'est la valeur sensible qui est mise à jour, finalement, là on va considérer que les mises à jour est indépendante, la nouvelle valeur est indépendante de la précédente, donc est complètement aléatoire, et de fait réinitialiser complètement le pistage de l'individu. C'est une hypothèse forte. Si on en faisait une autre, il faudrait revoir ce mécanisme. Donc c'est comme si on introduisait un nouvel individu dès lors qu'on modifiait la valeur sensible. Donc en ce qui concerne par rapport, par exemple, un salaire, on a bien conscience que cette hypothèse n'est plus valable. Donc à partir de là, la proposition de la taux-sûreté, c'est l'invariance persistante révisée, donc celle qui est au-dessus là, plus un modèle de partitionnement de généralisation simple, on l'a instancié à la même unicité. Le problème, à partir de là, donc là on a un modèle de protection des données dans le cadre de publications multiples, tenant compte de mise à jour à peu près quelconque, insertion, suppression, mise à jour, réinsertion. Le problème maintenant va être de produire un truc comme ça, donc une PIM version assainie du jeu de données, donc une version assainie à l'instant P, qui limite le risque à un seuil donné. Donc ici on va travailler avec le paramètre M, en tenant compte de la séquence des précédentes publications, P-1e publication, qui sont protégées de la même manière avec le même paramètre M, la séquence des fichiers auxiliaires qui lie l'individu à ses identifiants indirects, et en optimisant, parce qu'il y a toujours ce compromis à réaliser, sinon l'objectif est trivial, en optimisant les critères suivants, le nombre d'enregistrements de compensation, je veux qu'il soit le plus faible possible, bien sûr, et l'utilité du dernier jeu de données, celui dont on parle, que je souhaite optimiser, enfin maximaliser. Donc l'utilité en termes de son usage derrière pour les requêtes. Donc c'est un problème qui est compliqué. Il s'agit d'essayer de travailler autour de l'idée de la meilleure répartition des individus ou des enregistrements dans les groupes en respectant leur signature de groupe. Donc on va manipuler trois ensembles. On va parler, donc I et I+1 sont les temps auxquels on publie les données. S, c'est le multi-ensemble de valeurs sensibles S de I que l'on constate dans la release, dans la publication à l'instant I. Et delta S I-, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'il y avait avant et ce qui a disparu au jour de maintenant. S de I, c'est ce qui est resté intact. Et delta S I+, c'est ce qui est apparu, ce qui n'existe pas. Donc l'existence ou le fait que chacun de ces ensembles soit non vide va être sujet à des effets de bord qui sont indiqués là. Donc pour le premier ensemble, c'est ce qui va causer l'obligation d'injecter des enregistrements de compensation, puisqu'on a perdu des valeurs sensibles. Si on les a plus, il va être difficile de vérifier les signatures de groupe. Ce qui est resté tel quel va nous définir l'ensemble des choses qu'il faut préserver, donc les signatures de groupe qui sont les contraintes dans la nouvelle release, nouvelle publication, pardon. Et on va quand même en plus avoir éventuellement la capacité à faire de l'optimisation spatiale, autrement dit à rapprocher les individus, refaire des combinaisons différentes pour améliorer l'utilité, faire en sorte que les groupes soient plus homogènes. Et pour tout ce qui est valeurs sensibles nouvelles, à ce moment-là, ça va être l'objet de nouveaux groupes et pareil d'une optimisation spatiale que l'on va pouvoir appliquer. Donc c'est un jeu d'optimisation combinatoire sous contrainte, parfait. Par exemple, est-ce qu'on a le temps si on considère qu'on a juste pour évaluer, enfin estimer ou ressentir le caractère combinatoire du problème, on a une première publication R1 où avec des individus X1, X2 jusqu'à X5 et un enregistrement ici de compensation C1. Entre parenthèses figurent les valeurs sensibles de ces individus. Dans la deuxième publication, on va avoir X1 tel qui est publié à nouveau, tel quel.
X2 qui a été modifié sur ces identifiants indirects, donc X2', X3 qui est publié tel quel, X4 qui a disparu, supprimé, 5 publié tel quel. L'enregistrement de compensation, il va falloir évaluer si oui ou non on en a encore besoin. Et X6 et X7 sont apparus. Donc voilà un peu le type de scénario avec 5 ou 6 individus. Dans cette perspective, on voit bien les traits horizontaux séparent, c'est tout à fait pour l'exemple, séparent les groupes. Donc on a ici un groupe avec une signature S1, S2, un groupe avec une signature 2, 3, et ici un autre groupe avec la même signature. Donc ce qu'il va falloir faire dans R2, c'est faire en sorte que X1 et X2 se retrouvent dans un groupe avec la signature S1, S2, c'est impératif. Donc si on parle de cette signature-là, les candidats, les individus que je vais pouvoir mettre dans ces groupes-là sont X1 bien sûr, X2, il va y avoir X7 qui est apparu avec cette même valeur sensible, et éventuellement savoir si il faut mettre un enregistrement de compensation et où. Donc après, on constitue les groupes candidats et il faut évaluer l'homogénéité de chacun de ces groupes. C'est valable pour la signature de S2, S3, la signature S1, S3, donc on fait la combinatoire des signatures. On élabore l'ensemble des individus candidats pour constituer des groupes à partir de cette signature, en tenant compte évidemment de la contrainte de ce qui se passait avant. Et ensuite, ça nous permet de faire encore la combinatoire des combinaisons possibles de ces candidats. Et ensuite, bien entendu, tout ça n'est pas indépendant. Il faut faire des combinaisons de choses qui sont convenables en optimisant la localité, c'est-à-dire en essayant de faire en sorte que les groupes, globalement, soient les plus homogènes possibles. Donc pour ça, on a proposé, comme c'est un problème qui est difficile, on a fait des trucs simples, nous, juste proposer une heuristique, une méthode heuristique qui fonctionne. Comme ça, en premier lieu, on prépare les signatures de groupe à partir des individus qui restent et de ceux qui reviennent, c'est-à-dire qui étaient là mais qui ont eu un temps de suppression. En second lieu, on remplit les classes incomplètes par de nouveaux arrivants et des enregistrements de compensation, le cas échéant, on espère le moins possible. Et en troisième point, on crée de nouvelles signatures et on répartit les derniers nouveaux individus, ceux qu'on n'a pas utilisés à l'étape précédente, en utilisant la petite cuisine qui est ici. L'idée étant de trier les individus sur leurs valeurs sensibles, d'avoir tous ces individus triés en ordre décroissant de la fréquence des valeurs sensibles, et à partir de là, figer un paramètre alpha, c'est-à-dire un nombre d'individus pour chacune des bêta valeurs sensibles, donc des 3, 4 ou 5 premières valeurs sensibles dans cet ordre-là. Et ces individus-là, on va décider de les affecter, de créer un nouveau groupe à partir de ces bêta valeurs sensibles, ça va être la signature du groupe, et on va décider de les affecter dans un ordre ou dans un autre. Tout ça en fonction d'une métrique d'utilité, une distance, et en adoptant une démarche gloutonne pour éviter que ce soit trop coûteux. Pourquoi ça marche? Parce que l'invariance persistante est obtenue grâce à la première phase. On va préserver ce qu'il y avait avant. On limite les enregistrements de compensation grâce à la seconde phase. Ici, là, où on va remplir en priorité par des nouveaux arrivants, très simplement. Et les groupes vont être supposés homogènes parce que ce qui était construit avant, c'était pas mal. On fait cette hypothèse, évidemment. Et ce qui est construit à nouveau va tenir compte de cette idée d'utilité ou de distance. Donc, comme il y a besoin d'un tri quand même dans la phase 3, on a une approche ou un algo qui globalement est quasi linéaire. Adil a fait des expériences sur des jeux de données traditionnels, avec un ensemble de départ de 60 000 individus, avec des modifications aléatoires, suppression, insertion et modification, mise à jour. Et ensuite, on a évalué tout ça avec des indicateurs usuels, des métriques générales d'utilité. On a évalué le nombre d'enregistrements de compensation et ce qui est utilisé usuellement, le taux d'erreur pour des requêtes. Donc on a des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Bon, voilà, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. En synthèse, la contribution, vous l'avez, j'espère, perçue ou pas. Et ce qui reste à faire, ou ce qui pourrait être fait pour étendre cette étude, c'est faire une étude un peu plus systématique de l'algo. Donc le modèle est ce qu'il est. L'algorithme, je vous ai dit, on a mis en œuvre une heuristique plutôt simple, mais qui fonctionne,
qui a la bonne propriété d'être incrémentiel, etc. On a juste besoin de la publication précédente, pas de tout l'historique. Et donc on pourrait très probablement faire beaucoup mieux que ça et étudier les bornes, etc. de ce problème. Et ce qui peut être envisagé également d'un peu plus moyen terme, un peu plus dur sans doute, c'est d'adaptation à des modèles non déterministes, voilà, comme la protection différentielle ou d'autres. Je vous remercie. C'est pour pallier à l'austérité de la présentation. Puis aussi, parce que je crois que c'est le thème, j'ai vu ça passer sur plein de présentations, des éléphants. Alors on vous voit là le mien. J'ai une question, puis juste une blague. Sur la Transparent 2, on voit que Jim Gray, disparu en 2007, a été réinséré en 2009. C'est une erreur, c'est une erreur. Non, je pense que c'est une erreur. Oui, c'est plutôt un papier costume ou un truc. D'accord. Non, mais voilà, ça me. Ah non, pardon, c'est pas une erreur du tout. Oui, non, c'est pas une erreur du tout. C'est un ouvrage posthume, effectivement, d'un talk qu'il avait fait préalablement et qui a été publié dans le cadre d'un rapport de recherche Microsoft, où effectivement il présente sa vision en préambule de ce rapport. Il présente sa vision. Okay. Mais sinon, j'avais une vraie question. Je n'ai pas bien vu comment ont été traitées les modifications, par exemple un patrimoine qui évoluait ou des... Alors, si c'est la valeur sensible qui évolue, comme ce que vous suggérez, j'ai bien indiqué qu'effectivement le modèle était limité, puisqu'on considère que la modification est indépendante de la valeur précédente. Enfin, la nouvelle valeur est indépendante de la précédente. La modif est aléatoire. Ce qui nous permet de dire, de manière... voilà, sans s'engager très fortement, que le pistage, l'objectif quand on cherche à faire de l'inférence, c'est de trouver cette valeur sensible. Si d'une publication à une autre, cette valeur sensible change, et pour n'importe quoi d'autre, finalement le pistage, on le redémarre à zéro. Donc en fait, c'est comme si on réinsérait un individu. Si en revanche, il s'agit d'une modification sur les identifiants indirects, là, on va se servir de cette modification pour potentiellement améliorer ou en tout cas réévaluer l'optimisation locale, le fait d'avoir des groupes homogènes. Donc éventuellement, on va déplacer des choses, permuter des individus les uns avec les autres. Mais si j'ai un modèle tout à fait indépendant d'évolution de cette variable sensible, du coup, ça devient pas aléatoire. Je sais que c'est pas aléatoire du tout parce que j'ai un modèle. Qui est à ce moment-là, il faut reconsidérer la question. On peut travailler ensemble là-dessus si vous voulez. Non, je pense que pour plein de choses, on a des modèles. Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je disais avec vraiment une forme de... J'ai le mot en anglais, je suis désolé, je ne voudrais pas le dire. Mais, par exemple, un patrimoine, on sait que ça a tendance à croître. Tout à fait, oui, voilà, c'est ça. Le salaire, le patrimoine, il y a énormément de valeurs pour lesquelles c'est le cas. Mais si on pense à des... alors, c'est discutable aussi, mais des entrées pour des problèmes... Ouais, non. Problèmes médicaux, des choses comme ça, on peut éventuellement faire cette hypothèse, mais qui est un peu forte, j'en conviens. Ok, merci. Merci. Une toute dernière question ? Merci. Oui, je me demandais, est-ce qu'il serait intéressant de considérer l'échantillonnage comme mécanisme de protection en plus ? Ce qui pourrait masquer, en fait, une fois qu'on a une table anonymisée, ça pourrait masquer qui a participé ou pas, quelles ont été les modifications. Est-ce que c'est une modification volontaire par le mécanisme ou est-ce que c'est quelqu'un qui est sorti ou entré? Donc une suppression aléatoire ou une insertion aléatoire, est-ce que ça peut être un moyen de renforcer la protection dans ce cas-là? Naïvement, je répondrais, c'est certain. Et notamment en m'appuyant sur les travaux, comme on l'évoquait, je l'évoquais, je ne sais plus quand, de Gerke, qui a publié un nouveau modèle qui s'appelle la Crowd Blending Privacy en 2012 à Crypto, où effectivement, très bêtement, il applique un mécanisme de sous-échantillonnage amont, préalable. Ensuite, il recycle des méthodes traditionnelles de cas anonymat avec des hypothèses un peu plus fortes, mais à peine. Et il finit par dire que tout ça, c'est bien différentiellement privé.
Donc très probablement qu'en utilisant le sous-échantillonnage de la bonne manière, ça permettrait, comme en conclusion, mais je ne l'ai pas la bonne manière, mais j'imagine que oui, ça permettrait d'accéder à des niveaux de sûreté plus importants. Donc c'est des choses qui peuvent être envisagées. Ouais. Merci beaucoup. Géo. Et donc je crois que Marc Gelgon, qui n'est pas là, se proposait, donc ce soir on se retrouve à 19h30 au restaurant Baron Lefebvre. Vous avez normalement dans le programme une localisation, il y a même les coordonnées GPS, sauf erreur. Vous avez quelques copies à la sortie sur le bureau d'accueil d'itinéraires, d'accord, qui vous sont proposés pour accéder à ce point-là. Tout ça pour dire que l'endroit est assez confidentiel. C'est pas aussi évident que le desk d'hier qui était au milieu de la Loire et qu'on voyait à 800 mètres. Là, c'est dans des petites rues, donc il faut être vigilant et éventuellement voilà, bien préparer son itinéraire si vous voulez manger ce soir. Pardon ? Oui. Et donc, ce que l'on peut vous proposer, c'est qu'à partir de 18h30, on peut se donner rendez-vous à l'arrêt de tram Commerce. Pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est pas une obligation. Commerce sur la ligne 2, donc c'est la ligne que vous prenez là en sortant de la faculté des sciences. Vous allez vers le centre-ville, vous arrêtez au centre-ville, c'est l'arrêt Commerce. On se donne rendez-vous là à 18h30 et puis on ira faire une petite balade entre le château, l'usine Lu, etc. Faire un peu de tourisme sur l'heure qui précède l'arrivée au restaurant. Et bien évidemment, on vous emmène au restaurant. Donc ceux qui le souhaitent, on se donne rendez-vous à 18h30 là-bas. Pour les autres, c'est à partir de 19h30 chez Baron Lefebvre. Voilà. Donc merci à vous et à tout à l'heure.